Cette année, j'ai réussi à cultiver des légumes sans eau. Pardon. Euh, j'ai réussi à cultiver des légumes sans eau, en fait, si. J'ai réussi à cultiver des légumes sans eau parce qu'il n'a pas plu et parce que j'ai pas arrosé. Mais pourtant, les légumes, ils ont eu besoin d'eau pour pousser. Sinon, il n'y aurait pas des gros haricots. Et j'ai essayé d'utiliser mon bon sens et de me faire confiance. Moi, je suis dans un endroit où il n'y a que de l'argile. J'ai utilisé mes moutons. Alors c'est pas vraiment écologique, puisque ce que j'utilise c'est les pertes du foin que je donne aux moutons. Je les fais pâturer directement dans l'endroit que je veux mettre en culture. Ça enlève les ronces, ça enlève les orties. Et quelques mois plus tard, on a une couche d'une dizaine de centimètres composée de foin et de crottin. J'ai semé les graines directement dans cette couche. Maïs, courge, potimarron, haricots tarbais, quelques tomates pour essayer de produire de la génétique. J'ai tout semé en vrac, dans le foin. C'est une parcelle qu'on récolte en une fois quand tout est prêt. Bon, c'est pas tout à fait efficace. J'ai des haricots qui sont encore bien verts, des courges qui peuvent encore bien grossir parce que c'est des courgettes jaunes de garde. J'ai pas vraiment tout récolté en une fois, mais je vais tout récolter en 3 jours. Sur cette petite surface là, qui doit faire peut-être 400 mètres carrés en culture, j'ai sorti. Actuellement, je dois être à 500 kg de cucurbitacées, une cinquantaine de kilos de haricots tarbais, et pas beaucoup de tournesol, puisque comme il a fait très beau et que je les ai laissés très longtemps, et ben il n'y a plus rien. Les tournesols, je les ai rendus aux oiseaux, au sol, et c'est très bien comme ça. Et cette envie d'essayer d'autres méthodes, de regarder devant moi comment la nature fait les choses, et de trouver les moyens de faire les choses avec elle plutôt que contre elle, c'était important pour moi. Je voulais avoir le droit d'essayer. J'avais prétendu réussir, mais je voulais avoir le droit d'essayer. Et quand j'ai commencé à songer vraiment à faire des enfants, ben c'est pareil. J'ai eu besoin de pouvoir essayer de faire ces enfants. On arrive même à produire des champignons. C'est pas fabuleux. Bref. Et ces enfants, je voulais qu'ils puissent grandir comme un haricot ou comme une courge, selon que ce soit un enfant haricot ou un enfant courge. Mais je voulais qu'ils puissent grandir comme ils sont, quoi. Et je l'ai fait. Comme cette serre, comme ce jardin. Ça m'a pris 20 ans, mais je l'ai fait. J'ai rencontré leur mère à 19 piges. Faut se méfier des coups de foudre, hein. Faire des conneries. Elle était complètement lunaire. Elle était d'un autre monde. Elle était plus différente que moi. J'avais passé mon enfance à être regardé comme un monstre. Et elle me regardait comme une fleur. C'est dire le monstre que c'était. Mais je l'ai pas vu sur le coup. J'étais en médecine. Et on est partis ensemble. On est parti vite et loin parce que il paraît que son père, qui était directeur d'école primaire à Aiguzon-Chantôme, aimait beaucoup violer des enfants. Bon, elle a prétendu ça pendant 12 ans, puis finalement elle change d'avis, donc je sais pas. Mais elle était un petit peu teubée, quoi. Donc on s'est tiré loin de ses parents dont elle disait des choses horribles. Et elle m'a suivi dans ce projet de vie que je lui proposais, qui était de se trouver un coin tranquille, pour établir des conditions stables, pour faire des enfants, et pour prendre le temps de voir venir le monde avant de leur dire quoi faire de leur vie. En soi, c'est pas un programme fulgurant, hein, mais c'est le seul qui me paraissait crédible. On a passé 12 ans ensemble, on a fait 3 gosses. Moi, j'ai exploité le tiers-monde et j'ai fait travailler des enfants. Bon, je les connaissais par leur prénom et ils m'aimaient bien. J'ai vendu des cailloux que j'allais acheter en Asie pour pouvoir m'acheter un bout de terrain.
quand le bout de terrain a été acheté et que c'était le moment de faire le choix du contentement, et de l'évolution et du progrès. La mère des enfants, elle a préféré continuer toute seule sur le chemin de la richesse, du pillage du tiers-monde. Toujours plus, toujours plus. Et c'est parti en couille, très 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 soudainement. Elle commençait à avoir des serpents sur son oreiller. Un jour que je fendais du bois, je rentrais à la maison. Elle était terrifiée dans un coin de la cuisine, persuadée que j'allais la décapiter à la hache. Ça devenait compliqué. Quand elle a commencé à prendre notre gamin de 3 ans et à l'éclater sur le carrelage, j'ai plus trop su quoi faire. J'ai emmené le gamin chez une assistante maternelle qui a fait un signalement aux services sociaux. Elle avait pas tort, hein. Les services sociaux, ils sont passés à la maison. Ils m'ont dit comment ça va. J'ai dit ben moyen quoi. J'ai fait venir des gens mais j'arrive plus à trop à gérer là, je sais pas quoi faire. Bon ben on va prendre les choses en charge, ils m'ont dit. Je dis bah c'est bien, on en a bien besoin, merci. Sauf que ce que j'ai appris longtemps plus tard, c'est qu'ils n'avaient pas d'éduc et pas d'assistante sociale en poste. Donc en avril 2017, la mère de mes compagnes a décidé de faire comme Monsieur Macron, de manger le monde pour elle sans aucune préoccupation. L'hubris totale, la prédation décomplexée. C'est la suite du sarkozysme, quoi. Et en l'espace de quelques mois, je me suis retrouvé mis à la rue de la baraque qu'on louait. Elle m'a demandé la gérance de notre scope. Je lui ai dit, bah écoute, moi je veux bien, hein, je comprends que t'aies pas envie d'avoir ton ex comme patron, mais le travail de gérance, qui va le faire? Il me dit, bah toi, je te signe un contrat de travail. Je dis, d'accord, donc tu veux être calife, puis tu me signes un contrat de travail pour faire le boulot du calife, quoi. Bon, comme elle était un peu de travers dans sa tête et qu'il fallait que les choses se tassent, j'ai dit oui. Résultat, je l'ai filé à la gérance, elle m'a fait un gros fuck. Elle m'a foutu dehors, elle a appelé les flics. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais rien réussi à récupérer. Un jour, j'ai filé la gérance de mon ex en attendant un CDI. Et je me suis fait virer de ma maison, j'ai perdu mon entreprise, je me suis retrouvé avec toutes les dettes personnelles qui avaient financé l'entreprise. Donc, avec 100 000 balles de dettes, dans un cabanon de jardin, là-bas, à 800 mètres d'altitude, dans la montagne. Et voilà. Et en novembre 2017, j'avais tout perdu. Plus de maison, plus d'emploi, plus de capital, plus de crédibilité bancaire. Et mon ex en a profité pour bien évidemment demander la garde des enfants, vu que j'avais ni maison ni travail. Il faut se mettre à sa place, elle pense aux enfants, la pauvre. Coup de chance, la juge a accepté de mettre en place une garde alternée. Et là, on est parti pour 18 mois très compliqués, parce qu'il n'y avait pas de services sociaux en fait. Il n'y avait personne en poste. À l'ASE de Saint-Giron, de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient au travail, qui prend le poste. On ne sait pas trop ce qui se passe, il fait des trucs dans des dossiers, et puis après, il part en arrêt maladie. Et puis, à chaque fois que quelqu'un reprend le dossier, on me dit bon, ça c'était le passé, c'était pas moi, donc voici la nouvelle réalité. Et tous les 6 mois, ta vie elle vole en morceaux. Tous les ans, ta vie elle vole en morceaux. Parce qu'il y a un nouveau Gugus qui arrive, qui a fait une vague formation d'assistant social ou je sais quoi, qui prend une demi-heure pour t'écouter sans rien comprendre à ce que tu dis, et qui décide qui sait mieux que toi, ce qui est bon pour toi, et qui va te normaliser de gré ou de force. C'est quand même assez audacieux comme manière de gérer un pays. Et au final, les 18 premiers mois, a posteriori, c'était pas les pires. Au début, j'ai gueulé. J'ai dit, ah, c'est pas possible, là, il n'y a personne, vous foutez rien. C'est quoi ce délire? J'aurais préféré qu'il n'y ait personne en fait. Au bout de 18 mois, c'était devenu vraiment n'importe quoi. La mère des gosses, elle les foutait devant un écran toute la journée avec une assiette de nouilles. Ils faisaient rien, ils n'étaient pas lavés, ils revenaient dégueulasses, malades. Toutes les semaines, j'étais obligé de requinquer ces gamins. Et puis à la fin de la semaine, quand ils allaient mieux, je les rendais, comme ça ils étaient beaux, et elle pouvait faire la fière. Puis elle les démolissait, et voilà. Et ça a duré 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, j'avais envie de refaire ma vie avec la femme avec qui je vivais à l'époque. J'ai écrit une lettre aux services sociaux en disant bon écoutez, ça fait 1 an et demi que vous branlez rien. Moi j'en ai plein le cul. Voilà, je vais pas continuer à assumer les conneries de la mère pour que vous puissiez vous demander quand est-ce qu'elle ira mieux. Donc je me casse. Voilà, j'espère que la mère va aussi bien que vous le dites, hein, parce qu'elle va assumer les gamins à temps plein.
Et ça a dû les stresser un tantinet, puisque 48 heures plus tard, j'avais une ordonnance de placement qui tombait dans ma boîte mail et les enfants étaient placés chez moi. Ça a été une drôle d'aventure. Et c'est vrai qu'en juin 2019, quand l'ordonnance de placement est tombée, j'ai cru que j'étais arrivé. J'ai cru que j'y étais. On était bien, on avait tout pour être heureux. Les enfants étaient heureux, la vie à la ferme se passait bien. J'ai cru que c'était la fin des emmerdes. Mais en fait, c'était le tout début. C'est assez incroyable a posteriori. Après que les enfants étaient placés, il y a une copine de la mère qui tient le planning familial de la Bastide de Sérou, Isabelle Herrera, qui a agressé mon ex dans la rue devant les gosses et qui lui a dit on va s'occuper du dossier. Vous allez voir, c'est pas fini. Eh ben, elle avait raison, ils se sont occupés du dossier. Depuis cette époque, il n'y a plus que de la merde. Les rapports des services sociaux, ils sont rédigés dans les bureaux sans même venir nous voir, ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. La juge, elle me laisse même pas parler, c'est pas compliqué, j'ouvre la bouche, elle me ferme ma gueule. Et ils ont placé ces 3 gosses. Plutôt que de prendre le temps d'écouter ce qu'on leur dit, quoi. Quand il y a une neuropsy qui dit il y a 3 gamins très haut potentiel et il y a un père très haut potentiel avec 45 points d'écart de quotient, ça relève du handicap, ça mérite d'être considéré. La seule réponse que j'obtiens, c'est va falloir faire un effort et devenir normal maintenant. Mais ouais, bien sûr, vas-y, recommence. J'ai poussé des profs au suicide pendant que j'étais enfermé dans des salles de classe. Et là, on va rejouer ce petit cinéma du vas-y, il devient normal. Quand est-ce que notre pays comprendra qu'il ne faut pas demander aux poissons de sortir de l'eau? Ça marche pas. Si chaque personne qui est un peu différente, qui a une intelligence un petit peu hors cadre, se fait broyer par la machine, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Je veux dire, si les services sociaux avaient pris en charge l'intérêt supérieur de l'élite scientifique intellectuelle de notre pays, on serait encore en train d'allumer des feux avec des silex. Il y a un problème dans le système. Si chaque personne intelligente se fait broyer pour revenir au niveau d'un curseur de normalité qui, passez-moi l'expression, est quand même assez déplorable, parce que si la normalité c'est des enfants débiles, vaccinés anti-Covid, stériles, qui regardent des écrans toute la journée et qui se défoncent la gueule et qui se prostituent à partir de 14 ans sous la supervision des éduques, on peut quand même s'interroger sur l'avenir du pays. Ou pas. On peut encore une fois réécouter Hariri et se dire que tout ça a un sens.